nous pouvons être sensibles à la beauté, à la musique, aux arts en général, à la manière dont nous communiquons, dont nous nous exprimons. Et on suppose tous savoir ce qu'est la sensibilité. Et pourtant, il est difficile d'en saisir le sens, d'en donner une définition. Mais où peut-elle réellement nous mener? Explorons les sens, nos sens, et ce mot mystérieux qui est la sensibilité. Moi, je rêvais de pouvoir avoir accès à tous les remèdes possibles et imaginables, puisque tout est remède dans l'univers. Il est évident que les planètes, c'est un peu loin pour aller en chercher des extraits et un peu coûteux. On ne connaît pas et on ne peut pas utiliser tous les minéraux. On n'a que très peu de bactéries, de virus, de champignons à disposition de l'homéopathie. On a très peu d'usage aussi des champignons. Les plantes, on n'en a qu'une toute petite partie. Donc j'ai cherché à mettre au point une homéopathie nouvelle qui permettrait d'utiliser tous les remèdes, sans plus avoir besoin de la matière de départ pour faire une souche, pour faire une dilution, une dynamisation. Et je me suis rendu compte au cours de mon expérience que quand je testais en kinésiologie sur le patient le règne, le remède, le nombre et le type de dilution-dynamisation, ça faisait le même effet que si la personne avait pris le remède. Donc à partir de là, je me suis dit, si le simple fait de tester l'intention de donner un code RNS, donc remède, nombre, symbole, ce qui est classique en homéopathie, permettait d'avoir accès à tous les remèdes possibles et imaginables. Et par la kinésio, il est assez facile soit de tester, soit justement si on développe la sensibilité, un peu comme un kabbaliste, de se mettre dans un état de réceptivité. Donc en fait, au lieu de chercher le remède, de prendre un remède, on accueille un remède. Et donc l'homéopathe, avec le patient, peut laisser venir un remède, laisser venir un nombre, laisser venir un symbole, parfois un symbole qu'il ne connaît même pas, et le tester à même le corps du patient pour vérifier si ça correspond à ce que la personne a besoin. On voit immédiatement la respiration changer, la couleur de la peau changer, l'énergie circuler. J'ai fait des expériences avec des ostéopathes qui ne savaient pas quand j'allais donner, qu'est-ce que j'allais donner, etc. Parce que je ne le savais pas moi-même, puisque j'allais accueillir. Et au moment où j'accueille, waouh, les ostéopathes sentent dans le corps, ils étaient plusieurs autour, des changements dans les structures, dans les organes, dans la respiration, dans l'amplitude du rythme respiratoire crânien, etc. C'est une homéopathie que j'ai qualifiée de chamanique et sensitive parce que chamanique dans le sens, ou kabbalistique dans le sens où on accueille, on ne cherche plus par la volonté, ou on ne cherche pas à faire coller le patient à ce qu'on pense qu'il est sur base de l'expérience qu'on a. Donc c'est vraiment s'ouvrir à l'inconnu, à l'imprévu. J'ai développé, à partir de là, la notion de médecine sensitive coopérative. Médecine, parce que tout ce que j'ai appris en médecine est extrêmement utile. Et le problème, c'est que le sensitif a été perdu en médecine. On n'apprend plus la botanique. Et coopérative parce qu'il y a besoin urgent de coopérer entre médecins purement rationnels scientifiques, les énergéticiens, les sensitifs, et aussi les patients qui sont finalement ceux, et uniquement ceux, qui ont la capacité d'activer l'auto-guérison. La maladie n'est pas le problème.
La maladie, notre cerveau la déclenche quand on en a besoin, parce qu'on est en danger quelque part. Donc quand il y a maladie, il y a forcément quelque chose qui ne va pas. Mais ce n'est pas la maladie qui est le problème, c'est le quelque chose qui ne va pas pour lequel on développe une maladie. Et la maladie est en fait une aide pour ne pas mourir avec le problème dans lequel on est coincé. La grande difficulté aujourd'hui, justement, dans la danse entre allopathie et médecine sensitive, c'est que on a encore la vision que le cancer, que la maladie, que la sclérose en plaques, c'est mauvais, et on ne voit pas ce qu'il y a derrière. Et comme on ne voit pas ce qu'il y a derrière, on veut l'enlever le plus vite possible, on veut le neutraliser le plus vite possible, mais du coup, la personne reste avec son problème. Et je pense que le grand défi en médecine aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on va aider les patients à sentir que leur maladie est utile à régler leurs problèmes avec lesquels ils sont en train de mourir. Le placebo, c'est la puissance du patient. Et qu'est-ce qui active le placebo? Ce qui me plaît, puisque placebo veut dire « je plais ». Donc si j'arrive à trouver ce qui me plaît, ce dont j'ai envie, et que je le fais, ça s'appelle un acte psychomagique, et bien là on peut voir des changements au niveau du cerveau, au niveau émotionnel absolument spectaculaires. À 26 ans, j'ai débarqué en Thaïlande, tout seul. J'ai suivi les cours de ce maître qui en plus nous a appris le tai chi, donc à apprendre à sentir les énergies, voilà. Très rapidement, ça a réveillé cette énergie. Et j'ai eu l'opportunité de faire 9 jours de méditation vipassana dans l'Himalaya, ce qui a encore accru considérablement ma sensibilité. Moi, je suis un amoureux de l'amour. Pour moi, l'amour, le couple, la famille, c'est quelque chose d'extrêmement important. Un des guérisseurs philippins et plusieurs maîtres qu'on a rencontrés disent toujours les 3 choses les plus importantes, c'est la lumière, l'amour et l'unité. Et c'est ce qui m'a toujours porté. J'ai toujours été amoureux de tout ce qui est artisan, de tout ce qui est fait par la main, de tout ce qui est fait avec amour, avec le cœur, dans lequel l'homme s'exprime d'une manière spontanée, naturelle, sans ce qui se passe aujourd'hui. Moi, je suis un peu perdu. J'étais très passionné, alors j'ai resté tard le soir pour travailler avec les maîtres de stage, des gens qui savaient modeler, tourner les émaux. Et j'ai resté, disons, avec beaucoup de plaisir. Je dois dire la vérité, c'était la plus grande chance de ma vie dans une école d'art, dans laquelle il y avait une atmosphère de gentillesse, de qualité. On cherchait que les belles choses. La qualité essentielle, c'est de l'aimer, de donner le meilleur de soi-même. Même si à un moment donné, tu travailles beaucoup, surtout au début, quand on commence à travailler, on ne connaît pas assez bien la réaction de certains produits, de la cuisson. C'est un métier qui a l'air constant, mais ça demande beaucoup de gentillesse, de calme et de raisonnement. On est dans un monde tout à fait différent de ce qu'on vit actuellement. S'il faut du temps pour faire une belle forme, s'il faut pas dans 1 mois, 15 jours, 3 semaines recommencer, il ne faut pas se décourager trop vite. Le problème, c'est que parfois tu arrives aujourd'hui au matin, tu tournes une série de pièces, ça va tout seul. Parfois j'avais fini, je dis mais c'est pas moi qui j'ai fait ça. Tellement que c'était... Et 8 jours après, incapable de faire. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je me rappelais, disons, ce que mes anciens maîtres en Italie me disaient. Antonio, Pierre qui roule ne ramasse pas de mousse. Les jeunes, on veut tout de suite. Mais pas là, rencontrer des archives des produits. Ça s'achète pas, ça se mérite.
arrivé plusieurs fois d'ouvrir un four et de pleurer parce que j'étais profondément triste parce que j'ai dit que j'ai donné le meilleur de moi-même pendant des mois. J'ai pas dormi la nuit, on venait surveiller les fours. Moi je me réveillais à telle heure, ma femme une autre heure parce qu'il n'y avait pas les fours modernes comme maintenant. Il fallait mettre 1, 2, 3. Moi j'allais coucher, ma femme s'est levée. Ah, c'est très vivant la cuisson et tout. C'est un peu comme un enfant qui attend Saint-Nicolas. Fina Gomez, je n'ai jamais oublié ce nom. Il y avait une très grande exposition à Montpellier. Et moi j'ai participé avec le ministère de la Culture. Et cette dame était passée avec ses filles. Elle a vu mes pièces. Et puis un jour je reçois un coup de téléphone de Paris en me demandant si j'étais là le dimanche d'après-midi. Oui, elle est venue choisir 2 ou 3 belles pièces. Et j'ai été les voir à Louvre quand on a fait Louvre. J'étais étonné que mes pièces soient là. Il faut une grande volonté, il faut être très modeste, il ne faut pas devenir dicanet, il faut aimer les métiers, il faut aimer les gens. Et il y a quelque chose de bon et de moins bon partout. On a eu très difficile parce qu'on était pauvres, il faut dire les choses, mais c'est pas une pauvreté d'argent. Pauvre quand on était confronté à des problèmes, qu'on n'avait pas les possibilités d'aller chez des gens, parfois, pour avoir, disons, un conseil pour éviter certains problèmes. Mais dans l'ensemble, quand on s'aime et qu'on aime ce qu'on fait, je crois qu'on passe à travers. La pauvreté la plus, pour moi, la plus triste et la plus mauvaise, c'est celle quand on n'a pas de cœur. Rien. On a eu très difficile, surtout quand je me suis marié. Heureusement que ma femme m'a soutenu. On n'avait pas beaucoup d'argent, mais on avait la vie pour nous. Quand il y a l'amour des métiers, que dans un environnement tu te sens bien, l'argent, tu ne penses pas encore du tout. L'argent, parfois, c'est plutôt un malheur. Moi, ce qui m'a souffert le plus quand j'étais jeune, j'allais chez des potiers que je voyais qui faisaient de belles choses. J'allais demander un conseil. On m'envoyait dans l'erreur. Travail! Si t'es bête, c'est pas mon problème. Ça, je trouve affreux. Un être humain qui fait des belles choses et qui est arrivé à un niveau important et qui n'a pas cette sensibilité et respect des... Je trouve qu'il a raté quelque chose. Je ne peux pas comprendre comment on peut être comme ça. On a tous besoin de gentillesse, un peu d'affection. Le corps exprime la plupart du temps une souffrance qui est plus profonde. Bioénergie, c'est la capacité à ressentir toutes les pollutions qu'une personne peut porter autour d'elle. Ça veut dire dans son aura, dans son champ électromagnétique. Comme si on était un aimant, on a une structure physique qui émane en fait un rayonnement électromagnétique. Et ce rayonnement électromagnétique, il agit comme un aimant. En cheminant dans notre vie, on traverse des choses agréables et des choses moins agréables, des épreuves, et chaque chose difficile vient s'inscrire dans ce champ électromagnétique sous forme d'une pollution. Et donc le bioénergéticien, il est capable, grâce à sa sensibilité, d'aller détecter dans ce biochamp, comme on appelle, les pollutions. Première phase, c'est le praticien, de par l'entraînement qu'il a eu dans sa formation, développe sa capacité à percevoir les choses. Donc, il va par sa sensibilité repérer, que ce soit dans le corps ou à l'extérieur du corps, tous les blocages d'énergie qui se produisent. Ces blocages d'énergie correspondent à une grille qui est codifiée
On sait que tel blocage d'énergie correspond à tel contexte émotionnel. Mais le boulot du bioénergéticien, c'est pas d'aller planter des aiguilles, hein, c'est vraiment de travailler dans un côté beaucoup plus holistique de la personne. C'est-à-dire qu'il prend toutes les dimensions de la personne, le physique, l'émotionnel, le psychique. Ensuite, la deuxième phase, c'est de ramener à la conscience cette pollution-là en disant, voilà, la personne, j'ai trouvé ça, ça correspond à tel contexte, à telle émotion refoulée, est-ce que ça vous parle? Alors, la prise de conscience, parfois, suffit à enlever les choses. Ce n'est pas toujours le cas parce que le blocage est là depuis tellement longtemps ou il est tellement profond que le fait de prendre conscience n'enlève qu'une couche du blocage ou de la pathologie. L'étape suivante, c'est d'aller effectivement faire disparaître cette pollution. Et là, pour ce faire, on va faire appel à la partie la plus vibratoire de la personne, ce qu'on appelle le double quantique, c'est-à-dire c'est la partie de nous-mêmes, invisible à l'œil nu bien sûr, qui n'est limitée par rien, c'est celle qui a le plus haut potentiel. C'est comme s'il existait un double de nous-mêmes, voilà, une autre dimension, une dimension, je dirais, entre guillemets, spirituelle. C'est comme si on envisageait un hologramme de nous-mêmes, et cet hologramme n'a ni peur, ni croyance, ni conditionnement, et il est connecté, ce qu'on appelle au champ des possibles, c'est-à-dire que à l'état invisible, dans la matrice, tout est possible. La physique quantique l'a démontré, c'est-à-dire que par rapport à une action, on ne peut pas connaître le résultat. Il y a cette notion d'improbabilité. Donc c'est comme si dans cet invisible, il y avait ce qu'on appelle le vaste champ des possibles, c'est-à-dire que tout est possible. Eh bien, le double quantique va faire le pont entre ce champ des possibles et la personne. Et va être, entre guillemets, chargé d'aller connecter la personne à la meilleure réalité pour elle-même. Donc il est évident que plus on déconditionne les croyances, les peurs et tout ce qu'on pense qui n'est pas possible, bien plus on se connecte à un vaste champ des possibles et on peut créer autre chose. Ce processus n'est possible qu'à partir du moment où on se connecte à ce qu'on appelle le champ du cœur. Il y a des études américaines qui ont montré effectivement que le champ magnétique du cœur était 5000 fois plus développé que le champ magnétique du cerveau. Donc le thérapeute va placer sa conscience au niveau de son champ du cœur, de son cœur, et va se connecter à la plus haute réalité vibratoire de la personne, celle qui n'est limitée par rien, et va demander au double quantique de la personne de venir, ce qu'on appelle transmuter la pollution, c'est-à-dire de la faire disparaître, de la placer en forme de lumière. Donc ce qui va faire que ça va alléger le biochamp de la personne, et comme il va être allégé, ce biochamp, la personne va monter sa vibration, et puisqu'elle monte sa vibration, elle va pouvoir créer notre réalité. Il faut savoir qu'une pathologie, un blocage, il vibre sur une vibration précise. Si je vibre à la même fréquence que la pathologie, eh bien, je reste dans ma pathologie. Si je dépasse le stade vibratoire de la pathologie, je vais vibrer sur une fréquence plus haute, je vais quitter la pathologie ou le dysfonctionnement. Donc le but, en fait, de la bioénergie, c'est de faire monter en vibration la personne en éliminant les pollutions qu'elle porte, ces pollutions pouvant venir de sa vie présente, de sa généalogie ou de ses vies passées. Le fait qu'elle a goûté à une autre vibration, la personne n'a pas envie de revenir à sa vibration d'origine. Donc à partir du moment où ils se sentent déjà mieux, c'est comme s'ils avaient le pied à l'étrier pour faire un chemin. Donc on n'a pas besoin d'accompagner pendant longtemps les personnes, puisque le facilitateur n'est là que pour mettre le pied à l'étrier à la personne en fait. Tout le travail du praticien, c'est en fait de développer sa sensibilité. Je pense qu'effectivement, il
y a la sensibilité de la personne qui joue, qui participe forcément énormément. La même partition jouée par différents musiciens, ce ne sera pas la même chose. Après, je pense que le son final qui se produit, c'est une alchimie de beaucoup de choses. Et c'est ça qui est riche aussi dans la musique, c'est qu'il y a à la fois le côté intellectuel de la partition, de la construction du morceau, c'est une langue en fait, hein, donc qu'est-ce qu'on comprend, jusqu'où ça va, comment ça évolue, donc c'est une première chose. Il y a l'émotion, donc ça c'est quelque chose aussi de très personnel, voilà. Et il y a tout le corps qui participe, à la fois le côté sportif et physique des doigts, mais pas que ça. C'est vraiment une sorte d'artisanat, quoi, un peu subtil entre j'apprivoise l'instrument, je comprends comment mes gestes ont une influence et sur le son, et en testant différentes choses, j'apprends aussi de nouvelles sonorités, et ces nouvelles sonorités me donnent peut-être lieu à de nouvelles émotions possibles. J'explore, c'est tout un monde assez complexe en fait. Je crois que ça me révèle à moi-même. Je suis moi, encore plus moi, quand je joue. Je crois vraiment que la musique, c'est quelque chose qui est indispensable, qui est dans ma vie d'une manière extraordinaire, à la fois de l'écouter, mais de la jouer en particulier. Je suis en quête d'une partie de moi qui se révèle à ce moment-là. Et ça, c'est quelque chose de très personnel. Et puis il y a une quête de quelque chose. À la fois on est nous, et le but c'est presque la révélation de soi-même, c'est annexe. On tend vers la musique. Et moi j'ai le sentiment beaucoup quand je joue à un moment donné, que je m'efface et que c'est la musique qui parle. C'est dans ces moments-là où aussi je me révèle à moi-même. Parce que je creuse dans des choses et à la fin, le but malgré tout, c'est pas d'être moi-même devant les gens, c'est de laisser la place à la musique. Je pense effectivement que le violon m'a aidé à développer ma sensibilité, m'a aidé à m'explorer un peu moi-même, aussi à savoir exprimer des choses, parce que je trouve qu'à travers le langage, que ce soit parlé ou le langage musical, on peut être très introverti, et de mettre en avant les émotions qui sont sur une partition et qu'on intègre, qui deviennent ses propres émotions, ça permet d'ouvrir des portes de sensibilité en soi, et je pense que c'est très important. La musique, elle fait partie de moi. Voilà, c'est quelque chose, ça ne peut pas me quitter. D'aimer la musique, d'aimer qu'un morceau se révèle. Voilà, que tout d'un coup, ah mais c'est beau ce morceau, je connaissais pas, ah là là, cette musique espagnole, ou cette musique slave. C'est quelque chose qui passe, de l'énergie, et surtout de l'énergie de cette partition qui est complètement, qui est du papier, qu'on n'entend pas. Ça m'a porté dans la vie, ça m'a donné une force qui m'a fait avancer. Et on a tous besoin d'avoir une ressource et une force intérieure qui aide, parce que voilà, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et c'est important d'avoir une petite bulle, voilà, comme l'amour de ses parents, comme tout un tas de choses qui font des matelas de douceur dans lesquels on peut se recharger. Nous pouvons être sensibles à la beauté, à la musique, aux arts en général, à la manière dont nous communiquons, dont nous nous exprimons. Et on suppose tous savoir ce qu'est la sensibilité. Et pourtant, il est difficile d'en saisir le sens.
Thank you.